Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui a pour titre Ego, arrogance, conscience du corps. On sait que en Raja Yoga, on nous fait beaucoup faire la distinction de se considérer non pas un corps, mais une âme. Et on va regarder toutes les facettes, toutes les manifestations de chacune des deux identités qu'on peut développer au cours de toutes ces années dans lesquelles on vit dans un corps. On a beaucoup été porté à se considérer dans notre forme physique, de considérer qu'on est davantage toute cette forme extérieure, parce qu'on vit dans un monde matériel, alors on s'identifie plus au matériel. Alors ce soir, on va regarder comment se manifeste l'ego, l'arrogance et la conscience du corps. Ça fait partie de la même catégorie dont on essaie justement d'éviter de s'identifier à ça pour reconnaître notre vraie identité qui est être une âme. Pour pouvoir justement se repérer, se reconnaître quand on est dans l'ego, quand on est dans l'arrogance ou dans la conscience du corps, eh bien, on est dans notre mental. C'est pas le cœur qui parle, c'est le mental, c'est la raison, c'est les explications, c'est les justifications. Toutes les souffrances qu'on expérimente sont dues à une de ces manifestations-là. Si on sait davantage prendre conscience à quel moment je tombe dans le piège de l'ego ou de l'arrogance, que ce soit aussi de la conscience du corps, parce qu'on va voir la différence entre les trois ce soir. Et pour pouvoir justement facilement se libérer de cette souffrance-là, de cette fausse identité-là, il s'agit de réaliser qui je suis réellement. Ça va être la conscience d'âme. Quand on parle d'ego, c'est pas nécessairement comme quelqu'un quand on dit qu'il y a un gros ego, on identifie ça davantage à quelqu'un qui a tendance à se prendre pour un autre, à se rehausser par rapport aux autres. En Raja Yoga, on définit l'ego comme étant un attachement à son image. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Je suis attachée à l'image que je vais présenter aux autres. Et cette image-là, il faut que les autres la perçoivent comme étant extraordinaire. Et on essaie de se montrer tout le temps sur nos meilleurs jours. On est plus dans le paraître que dans le être. Ce qu'on va essayer d'éviter, c'est de voir toutes ces petites manifestations-là, c'est toutes les subtilités de l'ego, parce que souvent, on ne les perçoit pas, tellement des fois, ça peut être dans des formes subtiles. Quand il y a de l'ego, il y a automatiquement de la peur. On est dans l'attachement, on est attaché à notre image, fait qu'on a peur. Comme on est dans l'ego, c'est se considérer un corps, on n'est pas dans la conscience qu'on est l'âme. On a peur de soit de perdre des personnes, soit de perdre notre corps, soit de perdre des relations. On rentre automatiquement dans des formes de peur. L'ego va se manifester sous différentes formes. On va appeler l'ego, c'est celui qui est un peu comme le chameau à bosse. Puis l'arrogance, ça va être le chameau à trous. On va passer à la première diapositive. Quand il est dans le chameau à bosse, ça veut dire que lui, il se sent supérieur aux autres. Alors, il est centré sur le je, le me, le moi, le mien. C'est tous ces attachements-là de tout ce qu'il possède, de ton apparence. Et c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Tout, c'est les je, me, moi, mien. Alors, je me vois comme quelqu'un qui a nécessairement raison. Tout ce que je dis, tout ce que j'explique, tout ce que je fais, tout ça, c'est bon. C'est toujours me considérer supérieur aux autres. Ça, c'est vraiment le complexe de supériorité. On va dire mon département qui est le plus productif. Si on est professeur, tous mes étudiants sont meilleurs que les autres parce que comme je me considère un super de bon professeur, ben nécessairement, mes étudiants sont bons. Et aussi, tout ce que j'organise, c'est tout le temps bon. Les programmes sont bons. Tout ça, l'intellect est investi complètement dans l'ivresse. Il est ivre de lui-même, imbu de lui-même, qu'on va dire. Par contre, on va voir, parfois, il va se mettre en colère pour des petits riens. Dès que ça ne va pas tout à fait à son goût, pas comme c'est lui qu'on lui donne raison,
eh bien, il va s'irriter. Il va se montrer aussi assez autoritaire. Il va essayer de contrôler les autres parce que c'est lui qui a raison. On va regarder toutes les petites places où on peut s'apercevoir qu'il y a une manifestation de l'ego. Et qu'on pense qu'on a l'ego de la richesse ou de nos biens. On se compare aux autres, qu'on est tout fier d'avoir cette richesse-là, d'avoir cette maison-là, d'avoir cette belle voiture-là. Ça, c'est un ego, ce qui nous fait amener à avoir ce sentiment-là de se sentir mieux que l'autre. Puis, il faut faire attention parce qu'on est toujours en train de se comparer. Après ça, il y a l'ego de notre position. On est tout fier d'avoir le poste de directeur ou le poste de maire ou le poste de ministre. On essaie toujours d'avoir plus de standing que les autres. Ça, c'est l'ego de la position. Ou bien l'ego des réalisations. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ce projet-là. Toutes les réalisations mondaines ou même des réalisations spirituelles. Hein. Je suis chef d'un groupe, j'ai des étudiants qui me suivent, j'ai des gens qui aiment beaucoup mes conférences. À ce moment-là, on peut développer de l'ego par rapport à ça. Fait que c'est tout le temps faire attention. C'est de se regarder. On ne sait jamais à quel point on est en train de développer de l'ego. Il faut toujours se surveiller pour rester dans l'humilité. Si on regarde le point suivant, l'ego de la connaissance. On a peut-être été à l'université, on a peut-être pris des connaissances particulières dans un domaine. Même des fois, il y en a qui vont avoir l'ego de tout avoir les nouvelles, être au courant de tout. On a toutes les nouvelles inventions, toutes les choses qui se découvrent sur le marché. Un nouveau produit, un nouveau iPhone. Toutes ces choses-là, c'est l'ego des connaissances. Montrer aux autres qu'on sait des choses. L'autre point, ça va être l'ego de l'intellect. On va se trouver qu'on est bien intelligent. On trouve des solutions facilement. C'est un petit peu de l'ego. Si on sent à l'intérieur de nous, il y a une petite satisfaction qui émerge. On est content que l'autre nous louange. À ce moment-là, c'est l'ego à bosse. On a l'ego de l'intellect. On peut faire aussi l'ego du clan. À quel clan j'appartiens? J'appartiens à tel groupe de sport. Il y a beaucoup aussi l'ego de la beauté physique. On se compare à d'autres personnes, on se trouve plus jolie. À ce moment-là, il y a notre beauté physique, on est toutes fiers de nous, on se trouve plus belle que les autres, ou plus beau que les autres. Un autre point, l'ego de la force. Il y en a des fois qui veulent démontrer leur force. L'ego de la famille. À quelle famille j'appartiens? J'appartiens à la famille des qui sont réputés. Un autre point, ça va être l'ego de l'éducation. J'ai un diplôme, j'ai fait des études dans telle chose. Je suis ingénieur, je suis médecin. Tout ça, ces choses-là peuvent développer en nous de l'ego. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont de l'éducation ou qui ont une beauté ou qui ont de la connaissance ou qui font partie d'une belle famille connue dans la ville de Québec, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tous de l'ego. Il faut faire attention. C'est de se regarder à l'intérieur de nous. Est-ce que je me sens supérieure aux autres à cause de ça? On peut dire que oui. Si je me sens supérieure aux autres, c'est que je suis en train de me comparer, donc je suis dans la conscience du corps, donc je suis dans l'ego. Il faut reconnaître ça. Tout ça, on peut faire des belles réalisations spirituelles, on peut avoir des belles connaissances, mais pas s'enorgueillir. Hein? L'ego, c'est un peu avoir de l'orgueil de ça. On peut même avoir de l'ego des dons que l'on fait, puis de la charité dont on a fait preuve. Hein? On est tout fiers de montrer dans tel hôpital, tous les noms des donateurs sont écrits, puis il y a même des fois des montants indiqués à côté. Alors là, on est tout fiers d'avoir notre nom sur la brique. On va essayer de dépasser l'autre, donner un don plus élevé pour avoir notre nom en haut. Là, il y a un petit ego derrière ça, parce qu'on veut afficher à quel point on est des personnes généreuses, altruistes et tout ça. C'est d'accord à faire attention. Est-ce que je me fais une gloire de ça? Un autre point, l'ego de l'expérience qu'on a. Pour avoir d'expérience dans un domaine en particulier, par rapport à d'autres qui sont apprentis, on peut développer de l'ego par rapport à ça aussi, se trouver meilleur que l'autre. Dès qu'on rentre dans les comparaisons, dans les compétitions, on risque de nourrir l'ego. C'est ça, l'ego des efforts que l'on fait. On est dans un cheminement, puis on est dans des projets, puis on fait beaucoup d'efforts pour réussir à tout mettre ça comme il faut, puis on montre aux autres qu'on a tout fini notre travail et tout ça. C'est peut-être l'ego qui nous motive à accomplir un si beau travail. C'est de regarder c'est quoi ma motivation derrière. C'est bien de le faire, mais est-ce que je le fais juste pour montrer aux autres à quel point je suis bon et que je suis meilleure que les autres? Alors là, c'est l'ego qui nous motive. L'ego de ses propres qualités, quand on se voit super fin, très gentil, très respectueux et tout ça, on se fait valoriser, on se fait louanger par les autres parce qu'à quel point on est serviable, on fait tout ce qu'il faut.
Quoi qui nous motive encore? Un autre point, c'est l'ego de bien obéir aux directives. Ah, moi, je fais tout comme il faut. Le patron nous demande de telles choses. Tout est à point. Les rapports sont faits. C'est peut-être parce que j'ai des belles qualités et que je réponds bien à mon travail et que je suis très consciencieux et très responsable. Parfait. Mais c'est quoi mon intention derrière? Pourquoi je me donne tant de mal? Pour que l'autre me félicite? À ce moment-là, on aurait l'ego. Tout ça, c'est des petites nuances à faire attention. Il y a l'ego de mon renoncement. Ah, moi, OK, c'est correct. Je devais avoir ce bureau-là. J'étais plus ancienne que l'autre, mais je suis toute contente de renoncer parce que les autres vont dire hey, t'es vraiment spécial, hein, t'as renoncé à ça. Moi, j'aurais jamais été capable. Bon. Une petite dimension, des fois, ici, qui pourrait y avoir de l'ego. L'autre point, c'est l'ego de donner des cours, d'animer des conférences. Ça aussi. Si on est tout fier de montrer qu'on donne des cours, c'est quoi qui nous motive? Est-ce qu'on le fait pour aider les gens, pour leur donner des points de connaissance, pour qu'ils deviennent eux aussi conscients de l'homme? Ou bien ça me valorise d'occuper ce poste-là? C'est de regarder. L'ego de ses propres intentions. Hein, j'ai l'intention de me dépasser, de vraiment performer. Je peux avoir des belles intentions. Je vais arrêter de fumer. Bon, ça, c'est des bonnes intentions. Mais l'ego de courir le marathon parce que je vais être le premier dans ma catégorie, si je le fais pour me garder en forme et j'aime ça, embarquer dans la compétition parce que ça me motive, ça me stimule, parfait. Mais est-ce que je le fais parce que mon nom va être cité et que je vais être dans les journaux? Là, c'est une autre intention. Dans quelle intention on fait les choses? Après ça, l'ego du succès remporté. À ce moment-là, on va être porté à montrer tous les succès qu'on a eus. On a accompli telle chose, on a parti telle entreprise, on a réussi dans telle affaire. Et voyez-vous, il peut y avoir des sortes de façons de nourrir l'ego. Juste d'être à l'écoute de soi, d'aller voir c'est quoi mon intention derrière, pourquoi je me donne tant de mal, pourquoi je renonce. Et on peut tout faire ces belles choses-là, mais de vérifier notre intention. Si c'est dans le but d'aller chercher des louanges, à ce moment-là, on peut dire qu'on est dépendant. On est dans la dépendance, on est dans l'attachement à son image. Comme on l'a dit tantôt, l'ego, c'est de l'attachement. On fait tout ça parce qu'on veut paraître. On manque de confiance en soi. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on a de l'ego, on va avoir aussi de l'arrogance parce que l'ego, c'est qu'on se compare aux autres, on se trouve mieux, mais des fois, on va trouver mieux que nous. Et là, on tombe dans l'arrogance, dans l'ego à trous. C'est pas l'ego à bosse, mais c'est l'ego à trous. C'est ça l'arrogance. Les différentes manifestations de l'arrogance, c'est qu'on est content quand les autres nous louangent, hein, qu'ils nous adressent « Hey, c'est beau ce que tu as fait, c'est vraiment beau ton dessin. » Bon, ben, si on a fait un dessin et on s'est évertué parce que pour avoir cette louange-là, ou bien non, on le fait parce qu'on aime la personne, puis qu'on voulait lui offrir nos bons souhaits, puis qu'on s'est donné vraiment beaucoup d'attention pour lui manifester tout notre amour, parfait, c'est beau, ta intention était super bonne. Mais si c'est pour aller chercher des louanges, à ce moment-là, ça va être un petit peu d'arrogance. Être content là, quand on sent qu'on est fier, que l'autre nous louange, à ce moment-là, on peut dire qu'on est tombé dans le piège. Si on ne prend pas soin de ces êtres-là, de ne pas assez les valoriser, eh bien, leur niveau va baisser parce qu'ils vont donner beaucoup de mal pour faire quelque chose. Puis s'il n'y a aucune louange qui vient, ça va les décevoir beaucoup parce que tout ce qu'ils font, ils sont motivés pour avoir la louange parce qu'ils ont besoin de ça pour prendre confiance en soi. Leur confiance en soi leur vient de l'extérieur, mais non pas de l'intérieur, ils n'ont pas de la conscience d'âme. Alors, comme leur confiance en soi leur vient des louanges qu'ils reçoivent, ça leur donne l'ego à bosse, ben, ça comble le trou. Si vous les louez, vous allez être capable de leur faire bien les choses. Ce n'est pas d'essayer de les nourrir dans leur ego, ce n'est pas l'intention, hein, ce n'est pas à nous d'abuser. C'est là qu'on va dire qu'on va manipuler les gens. Leur donner de l'ego, c'est ça qui les motive, c'est ça qui les stimule à faire le travail, à se dépasser, parce qu'on les motive. C'est bien de les motiver, mais je veux dire, on les stimule en nourrissant l'ego. Il faut que la personne prenne confiance en elle, même si elle n'a pas de louange. Elle est tout à fait correcte de bien faire son travail, mais qu'elle ne soit pas dépendante de l'image que les autres vont projeter. Le point suivant, c'est qu'elle se compare lorsqu'elle entend les louanges des autres.
Si on est un groupe, puis il y a quelqu'un qui va féliciter une personne, puis moi, quand je l'ai faite l'autre fois, c'était pas correct. Hein? Voyez-vous, elle se dévalorise si on valorise quelqu'un d'autre. Hein? Elle va réclamer sa louange. On a beau féliciter une personne, ah, c'est beau, ton travail que tu as fait, c'était super bien rendu, les graphiques étaient super bien, c'était clair. Tout de suite, elle va aller dans sa tête, elle va dire, moi, ce que je fais, c'est pas clair, ce que je dis. Fait que voyez-vous, elle va se comparer continuellement parce qu'elle manque de confiance en elle. Alors là, on est dans l'arrogance, l'ego à trop. Diffame ou critique les autres. Comme elle est dans l'ego à trop, elle va être portée à baisser à côté parce que comme elle a besoin de se faire valoriser, bien, il faut abaisser les autres pour que moi, je suis un petit peu plus haute. Fait que je vais voir les défauts des autres, je vais les critiquer, je vais les diffamer parce que je mets mon attention sur ce que les autres ont de pas bien parce que j'ai besoin, moi, de me sentir mieux, de me sentir supérieure. Parce que comme je suis dans l'ego à trop, si les autres sont plus bas, ben, ça me met plus haut. Ça lui redonne une fausse illusion de confiance en soi, mais elle n'a pas du tout confiance en soi en abaissant les autres. Ce n'est pas la méthode. Le point suivant, c'est elle éprouve de la jalousie en voyant quelqu'un d'autre avancer. Hein? Si l'autre gradue ou si l'autre a une promotion, elle va être jalouse. Même si elle n'a pas postulé pour le poste, ça la dérange. Hein? Elle ne sera pas là la première à aller la féliciter. Hey, je suis contente pour toi, c'est beau, bravo. Non, elle va rester un petit peu à l'écart et puis ça va la chicoter. Là. Tu sais, que l'autre a eu un avancement. Là. Elle a un petit peu de jalousie qui va naître. Elle rend le service dans un but précis, c'est de recevoir du respect. Hein? Elle a besoin de respect pour être mis de l'avant. Alors, si vous respectez ou vous avez de l'égard pour une personne qui a ce type de besoin, alors à ce moment-là, elle va être OK. Mais si par contre, elle ne reçoit pas cette louange-là, elle ne sent pas qu'il y a du respect pour ce qu'elle a fait, son niveau va baisser, elle va se sentir à l'envers, son niveau va fluctuer. Elle ne sera pas de bonne humeur, ça ne filera pas, parce qu'elle a besoin de se stimuler extérieur. Elle accomplit des tâches que les autres vont être à mesure de voir. Hein? C'est plutôt être en avant pour que les autres puissent la louer, parce que comme elle se nourrit de cette manifestation-là que les autres lui arrosent dans son estime. Elle prend plaisir, elle aime beaucoup aider les gens à montrer ce qu'elle sait, toute fière de montrer aux autres, parce que ça va la valoriser. Elle a au moins quelque chose ici où elle va pouvoir être louée. Le point suivant, c'est décrire les défauts des autres sans réaliser les siens. Très bonne pour regarder tout ce que les autres font de travers. Mais par contre, se regarder elle, aller à l'intérieur de soi, puis se regarder aller, non, ça, elle ne prend pas le temps de ça. Le point suivant, c'est a pour intention que lorsque l'autre changera d'attitude, là, alors je vais changer. Si la personne me manque de respect, je ne donnerai pas de respect. Ou si elle se met en colère, je vais me mettre en colère. Je vais arrêter de me mettre en colère moi aussi après elle quand elle va arrêter de me crier après. Alors, voyez-vous, je vais changer après l'autre. Alors qu'en Raja Yoga, on nous enseigne à moi d'abord. Quand moi, je change, le monde change. Ça aide les autres, ça devient des exemples. Le point suivant, elle est souvent dans les sentiments de frustration. Elle va dire, oh, on ne m'a pas demandé mon avis, personne ne m'accorde de respect, personne ne m'accorde l'attention, personne ne prend soin de moi, personne ne me prend au sérieux. Donc, il y a souvent des petites demandes comme ça d'attention autour d'elle. Elle va se plaindre de petites choses de frustration comme ça. Le point suivant, c'est porter des jugements sur les autres, toujours en train de critiquer ou porter des jugements sur ce que les autres disent ou ce que les autres font. De ne pas le trouver bon, de ne pas le trouver à la hauteur, de ne pas le trouver correct, parce que justement, elle a besoin d'abaisser autour. Et le point suivant, fait de l'humour en ridiculisant les autres. Tout le monde va partir à rire, mais celui sur qui la joke est posée, bien, lui, elle ne trouvera pas drôle, parce que c'est lui qui est ridiculisé. C'est la façon un petit peu de faire son humour. Et le point suivant, s'attribue le mérite du succès de l'autre.
Hein, si quelqu'un fait, je dirais, 90% de la tâche, mais a demandé son avis, ah, OK, c'est une bonne idée, elle a ajouté ça dans son projet, mettons. Quand les autres vont dire que ça a bien marché, oui, c'est moi qui l'ai conseillé, c'est moi qui ai dit de faire ça comme ça. Voyez-vous, ça attribue le mérite du succès de l'autre. Pourquoi? Parce que justement, elle a besoin de cette valorisation-là par manque de confiance en soi. Elle s'identifie, est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a l'air à l'extérieur? Est-ce qu'elle a combien? C'est pour ça que c'est dans la compétition et dans la comparaison. C'est ça l'arrogance. On va passer au point suivant. D'autres manifestations d'arrogance. C'est difficile pour une telle âme de demander pardon puis de s'excuser. Parce que là, à ce moment-là, ça serait reconnaître son erreur. Pourquoi elle ne l'a pas fait ou pourquoi ça s'est passé comme ça? Elle va essayer d'accuser les autres pour pas que ce soit elle qui soit prise en faute. Parce que ça demande beaucoup d'humilité pour s'excuser, reconnaître son erreur. Comme elle accorde beaucoup d'importance à paraître, à ce moment-là, il ne faut pas que ça paraisse qu'elle a fait une erreur. Alors, elle n'est pas portée à faire ça. Le point suivant, c'est elle s'entête à justifier son point de vue, continuellement argumenter, essayer de se déculpabiliser aux yeux de l'autre. Le point suivant, c'est elle n'a pas le pouvoir d'écouter ni d'accepter ce que l'autre dit. Elle essaie toujours d'avoir raison. Si l'autre pose une question ou donne une raison de comment elle perçoit ça, elle ne sentira pas le besoin d'écouter l'autre. Elle a besoin, elle, de se montrer, puis d'accepter ce que l'autre dit non plus. Ça, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt comme ça. Elle va essayer d'expliquer d'une autre façon, puis d'une autre façon. Beaucoup d'explications pour montrer qu'elle a raison. Et le dernier point, elle sent parfois de la culpabilité. Quand on se sent coupable, à ce moment-là, ça nous amène à entrer dans la perception de soi qu'on a été vaincu. On a fait une erreur et les autres l'ont reconnu. Et quand on entre dans ce sentiment de culpabilité, à ce moment-là, on cesse de faire des efforts. On ne cherche pas à faire de notre erreur une expérience pour faire mieux la prochaine fois. Non, on rentre dans la culpabilité. On s'avoue vaincu. On est dans un échec lorsqu'on n'arrive pas à sortir de la culpabilité. Si on reste en culpabilité, on rentre dans l'échec. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pour gérer nos erreurs, bien justement, il faut remplacer la culpabilité par l'introspection. Observateur détaché de ce qui s'est passé, je regarde, je m'intériorise et j'observe quelle place que j'ai bifurqué, quelle place que je me suis trompée. Je reconnais mon erreur. Et puis là, oh, OK, parfait. Je n'ai pas besoin de me culpabiliser. C'est là où on peut dire que nos erreurs, c'est des tremplins pour nous amener la prochaine fois vers le succès. Mais si on rentre dans la culpabilité, on va s'identifier à ça, à cette faiblesse-là, et on va se sentir coupable, on va se sentir vaincu, puis on ne cherchera pas à se transformer, à s'améliorer. On est comme ça, on s'identifie à cette faiblesse-là. C'est l'ego à trop. C'est le complexe d'infériorité qui vient de prendre le dessus. Restons pas dans les sentiments de culpabilité. Regardons à l'intérieur de nous. Ayons assez d'humilité pour reconnaître notre erreur. Elle la voit, mais elle ne l'admettra pas à cause justement du manque d'humilité. Alors voilà pour l'arrogance. Et maintenant, les manifestations de la conscience du corps. On va le prendre complètement sous un autre angle. C'est vraiment s'identifier à de la matière, le corps. Comment on va voir toutes ces manifestations-là quand la personne a peur de mourir ou de se sentir effrayée ou peur de souffrir? Tout ça, c'est que je suis le corps à ce moment-là. Si je m'identifie que je suis le corps, oui, je vais avoir peur de mourir parce que le corps, lui, il est périssable. Il peut avoir un accident, il peut mourir d'une maladie. Si j'ai peur de mourir ou si j'ai peur de souffrir, c'est mon corps qui va souffrir. Voilà, je peux me détacher du corps. C'est s'identifier au corps, c'est la conscience du corps. Puis se sentir effrayé. J'ai peur de prendre l'avion parce que tout à coup, l'avion tombe. Alors ça, c'est de la conscience du corps. C'est vraiment s'identifier qu'on est le corps. Quand on s'identifie qu'on est une âme, on sait qu'on est éternel, on n'aura pas peur de prendre l'avion. On a quand même comme mandat de prendre soin du corps, de le garder en bonne santé, en forme, de le nourrir avec de la nourriture saine pour le garder le plus longtemps possible en bonne fonction.
mais je ne tombe pas dans la peur. Le point suivant, quand on est dans la timidité, la honte, c'est quand les autres nous regardent puis qu'on est timide, c'est qu'on est conscient que les autres nous voient, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres pensent. On essaie de passer inaperçu. Hein? Il y en a qui disent qu'ils passaient entre l'arbre et l'écorce. Le point suivant, ça va être l'attachement vis-à-vis le corps. Quand on sait qu'on va mourir, on sait qu'on est malade, puis qu'on est dans nos derniers jours, puis on souffre, on ne veut pas quitter le corps, puis qu'on reste dans le corps, puis on reste encore, puis les médecins ne comprennent pas pourquoi on n'est pas encore décédé, eh bien, c'est l'attachement au corps. On ne veut pas le quitter. On est attaché à notre corps. C'est comme attaché à un vieux vêtement. Notre corps, c'est comme un véhicule, c'est le vêtement de l'âme, et on est attaché, on ne veut pas le lâcher. Ça, c'est de la conscience du corps, parce qu'on pense qu'on est le corps, on ne veut pas le lâcher. Le point suivant, devenir l'incarnation de la maladie. Tout le temps en train de parler de mes maladies. Je ne parle pas de mes réalisations, de mes activités que j'aime faire et tout ça. C'est tout le temps de parler de la maladie. Parce que quand les autres me voient, c'est m'accorder de l'importance par rapport à mes maladies. Puis de voir à quel point je peux souffrir, puis d'attirer la pitié des autres pour me montrer que j'ai de l'importance pour eux. Alors, c'est ça, devenir l'incarnation de la maladie. Je m'identifie à mes maladies. Ça, c'est de la conscience du corps, parce que je ne suis pas le corps. C'est pas moi. Moi, je suis l'âme qui est différente de la matière. C'est comme mon auto peut être en panne, mais moi, je suis le conducteur, je ne suis pas l'auto. Je suis différente de l'auto. Je ne suis pas en panne, moi. L'auto est en panne. Pas moi. Si mon corps ne fonctionne pas bien et qu'il y a une maladie, je ne suis pas la maladie. C'est mon corps qui a la maladie. Il faut se séparer de la matière. Le point suivant, c'est n'accepte pas de faire certains types de travail. Quand on est trop conscient du corps, on trouve qu'il y a des tâches qui pourraient qualifier d'humiliantes. Faire la vaisselle, faire le ménage, passer la balayeuse. Non, si on est un groupe, moi, je ne prendrais pas ces tâches-là. J'aime mieux faire le travail de bureau. Alors, voyez-vous, ils n'acceptent pas de faire n'importe quelle tâche. C'est trop dévalorisant. Laver les toilettes, surtout pas. L'autre point suivant, se compare aux autres par rapport à l'apparence du corps. Ça, c'est d'être conscient du corps quand on se dit « je suis petite » ou « je suis grosse » ou « je suis blonde » ou « on a des rides » ou « on perd nos cheveux ». Tout ça, c'est de la conscience du corps. OK, on en prend soin, mais pourquoi accorder de l'importance à se comparer par rapport à l'autre? C'est quoi? C'est juste une apparence extérieure. Moi, je suis différente de la matière, je suis une âme, je ne suis pas ce corps-là. On passe au point suivant. La conscience du corps, c'est qu'on aime ça dormir et se reposer tout le temps. Non? C'est plutôt être du style un peu paresseux. Il ne fera pas un travail physique parce que ça, c'est un petit peu trop fatigant. Il ne fera pas ça avec entrain ou enthousiasme. Il va mieux le faire par les autres. Trop conscient de son petit confort, est assis dans son salon et n'a pas bougé. Le point suivant, c'est n'a pas le pouvoir de s'adapter. Des fois, il y a toutes sortes de situations dérangeantes à l'extérieur, hein, des voisins qui font trop de bruit, un collègue qui arrive en retard, ou ils ont de la difficulté à s'adapter parce qu'ils n'ont pas assez de souplesse, ils n'ont pas assez de flexibilité, pas assez d'humilité. Ils vont voir un obstacle, ils ne s'adapteront pas à la situation, ils vont résister, ils vont critiquer, ils vont demander qui a mis ça là, pourquoi c'est là, depuis quand c'est là, pourquoi il fait ça comme ça. Voyez-vous, tout en train de poser des questions, ne s'adapte pas à la situation. Pourquoi on met des masques? Pourquoi il faut faire vacciner? Pourquoi on fait ça? Tout ça, c'est difficulté à s'adapter à la situation. C'est de la conscience du corps. Le point suivant, se sent fatigué après juste un petit peu de travail. Il va vite entrer dans l'idée qu'il est fatigué et qu'effectivement, il va être fatigué. Mais s'il part avec l'idée inverse qu'il était fatigable, il peut faire bien d'ouvrages pendant 10 heures de temps, travailler sur son terrain, ramasser des feuilles pendant toute la journée. Oui, des fois, c'est sûr que le corps peut manquer d'énergie, là, selon l'entraînement qu'on fait, si on n'a pas trop d'entraînement, mais il y en a d'autres qui n'en ont vraiment pas d'entraînement. À ce moment-là, ils se sentent fatigués avec un tout petit peu de travail. Le point suivant, besoin de facilité et de confort à tout instant, à tous les niveaux pour accepter d'accomplir un travail. Hein? Je ne peux pas faire ça si on ne me donne pas une voiture pour me rendre là-bas.
Je ne voyagerai pas en autobus. Alors que d'autres personnes qui ont beaucoup d'humilité, qui n'ont pas trop la conscience du corps, qui ont plutôt la conscience d'âme, vont être serviables, ils vont le faire. On va prendre l'autobus. S'il fait trop chaud, s'ils n'ont pas l'air climatisé de tel endroit, ou non, je ne fais pas le travail, il n'y a pas l'air climatisé, ils ne s'adapteront pas. Hein, ils n'ont pas le pouvoir de s'adapter. Le point suivant, très conscients du corps, ils sont toujours très bien habillés. Ils vont toujours acheter les vêtements à la dernière mode, toujours les couleurs très éclatantes parce qu'ils suivent très bien la mode. Il accordent beaucoup d'importance à leur apparence vestimentaire. À ce moment-là, c'est encore de la conscience du corps. Oui, c'est bien de bien s'habiller, sobre. Et le dernier point, pas sortir de la maison sans être maquillée. Ça aussi, c'est de la conscience du corps. J'ai connu quelqu'un, une fille qui disait qu'elle ne pouvait pas aller porter ses poubelles au chemin sans se maquiller avant de sortir. Il fallait qu'elle se maquille pour faire ce geste-là. Même si elle n'avait pas besoin de sortir de la journée, il fallait qu'elle se maquille au cas que quelqu'un passe dans la rue. Ça aussi, c'est de la conscience du corps. Alors, on passe au point suivant. Conscience de l'âme maintenant. Qu'est-ce que c'est la conscience d'âme? Alors, on a vu très bien qu'est-ce que c'est la conscience du corps, l'arrogance, l'ego. Maintenant, oui, c'est beau tout ça, mais comment je fais pour me libérer de toutes ces formes de conscience du corps? C'est réaliser que je suis une énergie pure. Si on s'identifie comme étant une énergie pure, il y a tout de suite une perception élevée de soi qui ne fait pas du tout me comparer aux autres. C'est moi avec moi. Je suis qui je suis. Je suis une énergie pure. C'est différent de se dire je suis une vermine. Imaginez la perception de soi, je suis une vermine. À ce moment-là, quelle image qu'on a de soi, on a tout de suite un manque de confiance en soi quand on s'identifie à être une vermine. Fait que c'est important de regarder à quoi je m'identifie. Si on s'identifie à notre corps change. C'est pas permanent. C'est très insécurisant parce que je peux avoir un accident, je peux être complètement défigurée demain matin. Là, à ce moment-là, je perds toute ma confiance en soi, mon estime de soi si mon identité, je la mets sur mon apparence extérieure. Qu'est-ce que je suis? Je suis une âme, une énergie pure. Même si j'ai un accident et je suis défigurée, je suis une âme, une énergie pure. Je reste toujours une âme, une énergie pure. Je ne suis pas la matière. C'est là qu'on va aller chercher notre confiance en soi, notre amour de soi, notre respect de soi, notre estime de soi, en s'identifiant à cette belle énergie pure. Imaginez la jeune fille ici, comme vous voyez, avec le poing au centre du front, c'est ce qu'elle est. Elle est cette énergie et cette perception de soi à l'intérieur. Et c'est là qu'elle va reconnaître sa vraie valeur. Et comment on reçoit cette perception élevée de soi-là? C'est en regardant à l'intérieur de soi ce que je suis, c'est reconnaître ma valeur dans ce que je suis. C'est là ce que je suis réellement. Reconnaître ma valeur dans ce que je suis et non pas dans ce que je possède. Hein? Si je possède une grosse maison, une belle voiture de l'année, si je reconnais ma valeur par rapport à ça, c'est parce que je suis en train de me comparer par rapport aux autres dans ce que je possède, par rapport à mon corps. Si je possède un beau corps, si je possède un poste élevé, si je reçois une promotion, hein, c'est toutes des choses qui sont très insécurisantes qui peuvent changer du jour au lendemain. Je peux perdre mon poste. Mon propriétaire d'entreprise peut faire faillite demain matin puis je perds mon poste de directeur du bureau du personnel. Tout est éphémère dans le monde corporel. Mais ce que je suis, une âme, une énergie pure, un être de paix, un être d'amour, ça changera jamais. Ça ne fluctue pas par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et non plus, pas mettre ma valeur dans ce que je fais, par rapport au travail que j'occupe, par rapport à tous les services que je rends, toutes les belles actions, tous les succès que j'ai eus, tout ce que j'ai fait dans le passé. Ma valeur n'est pas là-dedans. Ma valeur est dans ce que je suis. Alors, c'est ça la vraie conscience de l'âme.
c'est réaliser qui je suis réellement. Différentes manifestations de la conscience de l'âme. Le premier point, c'est elle n'entretient pas la peur de souffrir ou de mourir. Pourquoi? Parce qu'elle est éternelle. L'âme ne meurt pas, c'est une énergie. C'est comme le soleil, c'est une énergie. Fait qu'elle n'a pas la peur de souffrir ou de mourir. Elle se détache de la matière, elle se détache du corps. C'est le corps qui va ressentir la douleur, c'est le corps qui va souffrir. Fait qu'elle n'entrera pas dans cette peur-là. Même si elle sait qu'elle peut souffrir, oui, ça pourrait, mais elle n'entre pas dans ce genre de pensée-là. Elle ne se met pas à nourrir ces types de pensées-là, parce qu'elle ne veut pas entretenir ce genre de peur-là. C'est ça la conscience du corps, c'est de considérer un corps. Puis là, à ce moment-là, si on se met à avoir peur de souffrir ou de mourir, c'est ce qu'on va attirer. Parce qu'on rentre dans cette énergie-là, c'est ce qu'on dégage comme sentiment, c'est ce que la nature ou l'univers nous envoie. On n'entre pas dans cette peur-là. Le point suivant, c'est elle garde son estime de soi. Elle n'a pas peur de se sentir ridicule, ne s'inquiète pas de ce que les autres peuvent penser d'elle. Elle n'entre pas du tout dans la timidité ou la honte parce qu'elle a cette estime de soi-là. Elle se respecte et elle respecte les autres aussi. Alors c'est ça, c'est l'estime de soi, c'est reconnaître ma vraie valeur. Je suis une âme pure, une âme élevée. Quand on dit une âme élevée, c'est pas élevée par rapport aux autres, c'est de me sentir élevée. Je ne suis pas une vermine, je suis une âme élevée. Si on arrive à se comparer à je suis un ange, automatiquement, on va se mettre à être l'incarnation de toutes les vertus en s'identifiant à être un ange. Un ange, c'est gentil, c'est bon, c'est respectueux, c'est protecteur, c'est serviable. Identifions-nous à des personnalités qui vont redonner toutes ces belles qualités de la nature de l'âme. Elle est détachée de l'image que les autres peuvent avoir d'elle. Elle ne base pas sa perception d'elle en rapport à ce que les autres vont dire de qu'est-ce qu'ils voient en elle, qu'est-ce qu'ils sont, puis toutes les louanges qu'ils vont lui donner. Parce qu'à ce moment-là, elle devient dépendante de ce que les autres vont lui dire. Alors, elle a suffisamment de perception élevée de soi, une estime de soi, elle n'a pas besoin d'avoir ces louanges-là. Elle ne bâtit pas sa perception de soi sur les louanges des autres. Fait qu'elle est détachée de l'image que les autres peuvent avoir d'elle. Si, mettons, elle monte l'escalier devant toute une salle, puis qu'elle a besoin d'aller porter, mettons, des fleurs au conférencier, puis qu'en montant sur l'estrade, elle s'en fâche, puis elle trébuche. Au lieu d'avoir toute honte, toute peur, puis de se sentir ridicule d'avoir fait ça, non, elle va partir à rire, puis elle va détendre toute l'atmosphère en disant c'est comme s'enfarger dans les fleurs du tapis. Tu sais, puis elle va peut-être lancer une joke pour montrer qu'elle n'a pas honte d'avoir fait ça. Elle n'est pas humiliée. Tous les gens vont partir à rire parce qu'elle le prend de façon positive, ce qu'elle vient de faire. Si elle est toute gênée, puis elle est toute honte, puis elle s'en veut, puis elle se culpabilise d'avoir tombé avec les fleurs, puis peut-être qu'elle a abîmé même les fleurs, c'est normal, c'est correct, ça peut arriver. Elle va accepter ça facilement avec humilité. Alors, voyez-vous, ça va détendre l'atmosphère. Fait que c'est ça. Elle ne bâtit pas son estime de soi en rapport avec ce que les autres vont penser d'elle. Le point suivant, c'est elle garde la confiance en soi. Elle ne sera pas du tout susceptible. Après ça, le point suivant, l'âme regarde l'âme et non l'apparence du corps. Elle regarde l'âme. Fait que si elle voit une autre personne, elle ne regardera pas qu'est-ce qu'il a l'air, y a-t-il l'air riche, y a-t-il l'air pauvre, y a-t-il l'air agressif, y a-t-il l'air fâché. Non, elle va complètement se détacher de tout ça. Elle va simplement voir l'âme au centre du fond, comme elle se considère comme étant une âme. Le point suivant, elle accepte de faire tout type de travail. C'est pas humiliant pour elle de laver la vaisselle ou de faire le ménage. C'est quelque chose qui doit être fait, puis elle accepte de le faire, même si les autres ont du travail un petit peu plus valorisant. C'est pas important. Ça prend de la coopération, puis elle est prête à faire toutes sortes de tâches. Le point suivant, elle regarde l'âme
et non l'apparence du corps. Alors, elle ne se compare pas aux autres par rapport à l'apparence du corps, hein, de regarder plus petite ou plus grosse ou plus belle ou plus grande, pas dans ce genre de comparaison-là. L'autre point, c'est regarde les vertus chez les autres, ne s'arrête pas aux défauts. Hein. Oui, elle va être capable de voir que l'autre a tel type de faiblesse. Puis si elle focalise sur la faiblesse, bien, elle va finir par avoir un mauvais sentiment envers la personne parce qu'elle focalise sur des choses négatives. Alors que si elle se reprend, elle voit le défaut, mais elle ne s'arrête pas au défaut. C'est pas qu'on est aveugle, on le voit, mais c'est pas important. Elle sait reconnaître les autres belles qualités de la personne. Elle ne s'arrête pas au défaut. Elle va plutôt axer son attention sur « oui, mais elle est super gentille, elle est super respectueuse, même si des fois elle fait ça, c'est pas grave. Même si ça peut m'énerver, ça pourrait m'irriter, mais je me laisse pas irriter. Je passe par-dessus facilement. Je l'identifie pas à ce défaut-là. Je passe par-dessus. » Elle a le pouvoir de s'adapter à toutes les situations, parce que justement, elle a le pouvoir de s'adapter. Fait que les choses ne l'irritent pas. Elle va facilement passer par-dessus les obstacles qui sont sur son chemin. Ça ne la bloquera pas. Elle ne sera pas là à accuser, puis à contrôler, puis à essayer de tout changer, tout le monde autour d'elle. Là. Elle va s'adapter. L'âme est infatigable, mais elle sait aussi respecter les besoins du corps. Ce n'est pas la paresse. Elle est capable de fournir beaucoup d'efforts avec le corps. Mais à un moment donné, si elle sent que le corps est vraiment fatigué, ce n'est pas l'âme qui est fatiguée, mais c'est le corps qui est fatigué, elle va lui donner ce qu'il a besoin, elle va aller le reposer. Elle s'accommode facilement avec les moyens mis à sa disposition pour accomplir une tâche. Elle n'a pas besoin d'essayer d'avoir toutes les facilités, d'avoir la voiture, d'avoir l'air climatisé ou d'avoir tous les outils pour montrer qu'elle va performer. Bon, c'est correct. À tous les niveaux, elle est capable d'accomplir le travail avec les moyens du bord. Ne sent pas le besoin de suivre la mode pour essayer d'avoir plus beaux vêtements puis qu'on lui dise « Ah, c'est donc beau ce que tu portes, c'est joli ça, hein? Ça te va super bien. » C'est pas nécessaire d'aller chercher de la valorisation par rapport à sa façon dont elle s'habille. Elle va s'habiller proprement, avec simplicité, sans extravagance, sans chercher à attirer l'attention pour qu'on manifeste un peu de louange. Elle n'est pas dans le paraître. Ce n'est pas son but. Alors voilà, ça vous donne un aperçu de comment on peut reconnaître l'ego. On a tellement d'expérience dans la conscience du corps, on a vécu tellement d'années et tellement parfois même de vie, pour ceux qui croient à la réincarnation, qu'on a été porté à tout mettre l'accent sur l'extérieur, ce que les autres vont penser de nous. On s'est attaché à notre image. On est entré beaucoup dans le paraître. C'est à nous maintenant d'aller à l'intérieur de soi, reprendre toute l'estime de soi, la perception élevée de soi, et ça va tout changer notre façon dont on va se comporter avec les autres. C'est une transformation très rapide, juste en changeant notre conscience du corps à la conscience de l'âme. À quoi je m'identifie? Non plus est-ce que je possède, ni est-ce que je fais, mais est-ce que je suis? On n'est plus dans le paraître, on est dans le être. Il y a être, faire et avoir. Ça veut dire tous les postes que j'occupe, tous les diplômes que j'ai, les succès que j'ai eus. On ne se perçoit plus par rapport à tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelqu'un, comment vous savez que cette énergie existe? Ah, bonne question. Merci à toi. Comment on sait que cette énergie existe? Probablement que tu parles de l'énergie qu'on est, cette énergie pure au centre du front. Oui, on le sait et on en a des preuves par les gens qui ont eu des expériences de vie après la mort. Ils réalisent très bien qu'ils sont cette énergie. Ils voient encore qu'ils pensent. Ils voient encore qu'ils ont des sentiments, qu'ils sont capables d'exprimer de l'amour, du bonheur. Quand on quitte le corps, on réalise que la matière n'est plus là. On ne peut plus s'identifier au corps. On n'a plus de corps. On a quitté le corps. Et si le médecin répare le corps, si on a eu un accident, puis que la personne revient
dans sa forme corporelle et qu'elle a eu cette expérience-là de vie après la mort, les NDE qu'on appelle Near Death Experience ou EMI, expérience de mort imminente, à ce moment-là, la personne va savoir quelle est cette énergie et elle ne l'oubliera jamais. Quand vous voyez un cadavre, il n'y a plus d'énergie dans le corps. Le corps est encore là. Pourtant, la personne n'est pas le corps, peut sentir encore sa présence. L'énergie est encore présente. Au salon mortuaire, ou sa famille, ses gens proches vont encore sentir que la personne est là. Alors, c'est ça l'énergie. C'est l'énergie qui donne vie au corps. Tant qu'il y a des ondes cérébrales ici, si on met des électrodes sur la tête, on va capter qu'il y a des ondes cérébrales. Si la personne est dans le coma, il y a encore présence d'ondes cérébrales, 0,5 Hz par seconde. Il y a encore une énergie dans le corps. Mais dès que la personne, après ça, quitte le corps, il n'y en a plus d'ondes cérébrales. C'est à off. À ce moment-là, c'est ça, c'est l'énergie qui donne vie au corps. On est cette énergie, cet être qui pense. La pensée, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est pas de la matière. Je suis en train de penser. J'utilise le cerveau et j'utilise le corps pour m'exprimer. Mais quand on quitte le corps, on pense encore. Il s'agit juste de regarder les expériences de vie après la mort pour en avoir vraiment la preuve. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Sans mourir, comment puis-je accéder à cette connaissance? Bon, bonne question encore. Accéder à la connaissance, ce n'est pas quelque chose que moi, je peux te prouver, mais quand on m'a dit que j'étais une âme, ça m'a fait plein de sens dans ma tête. C'était tellement plus logique de m'identifier que je suis une âme, que je suis cette énergie, cet être qui pense, et puis qu'on utilise la matière, qu'on utilise le corps, qu'on utilise le cerveau. Et le cerveau, c'est comme si c'était mon ordi. Moi, je suis le programmeur, je suis l'informaticien qui utilise un ordinateur. Et le cerveau, lui, il peut être de bonne qualité, très performant, très rapide, beaucoup de mémoire, mais il peut être aussi moins performant, pas beaucoup de fonctions dedans, puis pas très, très, très efficace. Eh bien, on va dire que la personne n'est pas intelligente. Non, c'est juste parce qu'elle a un appareil qui n'est pas très performant. Son cerveau, il n'est pas de première qualité. Il n'est pas super puissant, pas super rapide. On ne peut pas dire, on ne peut pas juger la personne que si c'est un bon informaticien, s'il y a un appareil qui est très désuet. Les dinosaures qu'on avait au début. Fait que c'est ça, c'est le cerveau, il a une certaine fonction. Il joue un certain rôle dans l'expression de l'informaticien parce qu'il utilise un appareil. Fait que moi, l'âme, toutes les âmes sont pleines de potentiel et on utilise la matière. On est des êtres qui pensent. Hein? Je pense donc je suis. Je suis l'être qui pense. Et c'est pas physique, c'est pas matériel. C'est incorporel. Moi, je sais que quand on m'a dit que j'étais une âme, ça m'a plu comme idée, comme concept. Et j'ai eu la curiosité de poursuivre dans cet enseignement-là tout ce qu'on nous enseigne dans le Raja Yoga. Et ça fait partie du cours d'introduction à la méditation pour pouvoir s'amener à s'identifier à l'âme et non plus au corps. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle est de par sa nature? C'est toutes les qualités originelles. Elle est un être de paix, un être d'amour, de sagesse, de vérité, de pouvoir. On s'identifie aux qualités de l'âme, à la nature de l'âme. Je ne peux pas te le prouver plus. Moi, je m'intéressais à tous ces genres d'informations-là, puis j'avais déjà écouté beaucoup d'expériences de vie après la mort, puis quand on m'a dit que j'étais une âme, je disais « Ah ouais, ça, j'y crois ». Il s'agit de regarder autour de nous. Des fois, on a dans notre entourage, dans notre famille. L'autre fois, j'ai donné un cours et puis il y avait 2 amies ensemble, puis il y en avait une que je voyais qu'elle ne croyait pas du tout ce que je disais par rapport à l'âme. Puis à un moment donné, quand j'ai parlé des expériences de vie après la mort, elle a dit « Oui, à moi, ça m'est arrivé ». Puis elle a témoigné de ce qu'elle a vécu. Puis son amie a dit « Tu ne m'as jamais dit ça ». L'autre, elle lui a répondu « Oui, mais elle dit, on ne parle pas de ça avec n'importe qui. Elle dit, les gens qui sont ouverts, on va le dire. » Mais fait que là, elle a osé le dire devant son amie qui, elle ne croyait pas du tout à ça. Elle était vraiment consciente du corps. Elle s'identifiait vraiment à la matière.
Fait que là, ça a complètement changé son point de vue parce que c'était son amie de très longue date. Elle était toute surprise que son amie avait cette expérience-là. Et pour son amie, elle était sûre, elle, qu'elle était une âme parce qu'elle en avait fait l'expérience. C'est pour ça. Je ne peux pas vous le prouver plus. C'est d'écouter les témoignages. On en a des références. Quand les gens prennent les cours, on vous donne des références. Il y a Anita Moorjani qui a très bien décrit son expérience. Elle a écrit plusieurs livres. C'est quelqu'un qui se considère vraiment une âme, qui est morte du cancer, puis qui est revenu dans le corps. Il s'agit de regarder sur Internet Anita Moorjani, un neurologue qui est Dr. Eben Alexander, qui lui-même aussi en a fait l'expérience. Il y en a des milliers sur Internet. Et c'est des gens de toutes les cultures. Il y en a qui n'ont pas du tout d'éducation. Tout le monde peut l'expérimenter, qui rapporte le même type d'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci de votre réponse. Parfait. Bienvenue. On peut peut-être terminer avec une méditation? Alors justement, on va aller dans la conscience de l'âme. Alors, on vous invite à vous asseoir. Vous pouvez même fermer les yeux. En tout premier, on va respirer profondément dans le but de bien détendre le corps et aussi de se détacher du monde extérieur. Alors, on porte notre attention sur moi, l'âme, qui prend un respire profond jusque dans le bas-ventre. Et je gonfle les poumons. Et au moment de l'expire, je relâche toute tension au niveau du corps. Je vérifie s'il y a des tensions au niveau des jambes, au niveau du dos, des épaules. Je les relâche complètement. Je prends une autre profonde respiration et je me détends. Mon corps devient de plus en plus détendu. Je prends conscience que je suis le maître de ce corps. Dès que je me mets à l'écoute de mon corps, je peux relâcher les tensions. Parce que c'est moi le conducteur du corps. Certaines fonctions sont automatiques, comme les pulsations cardiaques, mais j'ai un contrôle sur la respiration, sur le clignement des yeux. Alors, je permets à mon corps d'avoir une respiration calme et ralentie. Et je relâche les tensions au niveau du front, du cou, des épaules, des bras. Je suis complètement détendue. Mon corps est complètement relâché. Et maintenant, moi, l'âme, je me place en observateur de mes pensées. J'observe quelle sera ma prochaine pensée. Et automatiquement, je deviens consciente de l'être qui crée les pensées, l'âme, l'être au centre du front, l'énergie qui donne vie au corps, l'être qui est à son poste de contrôle derrière les yeux, au centre du cerveau, juste derrière l'hypothalamus, qui est devant tout son tableau de bord. Et je suis le maître de cette matière. C'est moi qui la dirige, un peu comme le conducteur d'un véhicule. C'est moi qui choisis d'aller à gauche ou à droite. Je suis le conducteur. Et moi, l'âme, je m'identifie à toutes les qualités originelles de l'âme. Même si j'ai développé des défauts, des traits de personnalité plus ou moins agréables, plus ou moins valorisantes, je m'en détache complètement. Je ne suis pas
toutes ces habitudes que j'ai développées au cours de mes expériences de vie. Je m'identifie à ma vraie nature, un être de paix. Parce que la paix, c'est ce que tout le monde recherche. Je m'identifie à cette paix réconfortante, apaisante. Je suis un être de paix et j'aime la paix. J'aime cette douce sensation de paix qui se répand dans toutes les cellules de mon corps. Plus je m'identifie à la paix, plus mon corps en bénéficie. Et si je m'identifie à être préoccupée, peur de ce que les autres vont penser de moi, peur de mon apparence, de ce que j'ai l'air, je crée des tensions au niveau du corps. Mon corps me donne des signaux d'alarme pour me dire que j'ai fait fausse route. Dès que je ressens une forme d'anxiété ou de stress, c'est que moi, l'âme, j'ai bifurqué de ma vraie nature. Et mon corps me donne des signaux, m'informe, me renseigne sur la nature de ma pensée. Parce que moi, l'âme, je garde le respect de soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et dès que je m'éloigne de ce sentiment de qui je suis réellement, mon corps me le signale. Je reste à l'écoute de mon corps. Il est un précieux véhicule. Il est mon soutien, mon ministre. Moi, l'âme, je reconnais que toutes les autres personnes sont aussi des âmes. Je ne regarde pas de la façon dont ils peuvent se comporter, même si je n'approuve pas leur attitude, je vois derrière les apparences. Cette personne peut être dans une forme d'ego ou d'arrogance ou de conscience du corps. Il a peur de ce qu'on peut penser d'elle. Il est attaché à son image. Alors je lui parle avec respect, avec douceur, en gardant l'estime de soi, le respect de soi. Et en étant moi-même dans une attitude d'amour de soi, de respect de soi, j'accorde du respect aux autres. Et je deviens un modèle. Je reste humble. Je reconnais mes erreurs. Je cesse de me justifier. J'écoute avec attention. Ainsi, la vie serait tellement plus facile. Les gens seraient tellement plus en harmonie. Je suis une belle énergie pure. Un être rempli de douceur, de respect, de bienveillance, de miséricorde envers le soi. Je ne tombe pas dans la culpabilité d'avoir fait des erreurs. Non, je suis miséricordieux. Je vais voir à l'intérieur de moi pourquoi j'ai agi ainsi. Je reconnais mon erreur pour savoir comment faire mieux la prochaine fois. Je suis une âme pure et élevée. Pas élevée en me comparant aux autres, élevée par rapport à la belle âme que je suis. Je reconnais ma vraie valeur. Om Shanti. Om veut dire âme et Shanti veut dire paix. Je suis un être de paix. Je suis une âme paisible.
Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous accompagner pour cette découverte de toutes les manifestations de toutes ces formes d'arrogance, égo à boss ou égo à trop. Sachons les reconnaître pour mieux se transformer. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.